Sur la première, 7h37, la zone euro, elle est sur la voie d'une reprise durable, les économistes en sont convaincus, avec le risque toujours qui pointe et que représente la Grèce, c'est-à-dire une sortie de la Grèce de la zone euro, le fameux Grexit qui n'est pas à exclure. Le sort d'Athènes sera de nouveau au centre des discussions demain au prochain sommet de l'Eurogroupe. En jeu, la Grèce doit obtenir la dernière tranche de 7,2 milliards d'euros du plan d'aide, notamment pour rembourser un prêt du FMI. Le plaisir pour en parler de recevoir ce matin le chef économiste du BS, Andreas Seufert. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici à Lausanne, Andreas Seufert. Qu'attendre ou qu'attendez-vous même peut-être personnellement de ce prochain sommet de l'Eurogroupe, un début de commencement de sortie de crise? Non, j'attends pas grand-chose finalement parce qu'on sait depuis le début de la semaine que l'objectif qui avait été fixé à la Grèce de livrer des mesures concrètes le 24, c'est-à-dire demain, en fait la Grèce ne va pas le faire et on a repoussé maintenant cet objectif à juin. Oui, Athènes temporise, vous venez de le dire. Au fond, pourquoi? Quel est son intérêt de temporiser comme ça? En fait, il laisse un peu pourrir la situation en attendant que finalement la zone euro fasse quelque chose et c'est un peu un jeu ici on dit en anglais de chicken game, c'est-à-dire que personne ne veut finalement jeter l'éponge. Ouais, chicken game, on comprend, on n'a même pas besoin de traduire. Le feuilleton grec dure depuis 5 ans, on a même envie de dire depuis un peu plus longtemps, mais enfin c'était il y a 5 ans que ça avait commencé. Et vous n'en voyez pas la fin proche, vous, Andreas Seufert? Non, le problème, il est un peu qu'on est dans une situation perdant-perdant ici, donc il n'y a pas vraiment de sortie possible avec un happy end. C'est un peu le gros problème. On sait pertinemment que la Grèce n'est pas en mesure de rembourser ses dettes. On sait également que les objectifs qui ont été fixés à la Grèce ces dernières années ne sont pas atteignables, mathématiquement pas atteignables, mais en même temps, on ne peut pas faire des concessions, trop de concessions à la Grèce parce que c'est ouvrir un peu la boîte de Pandore pour des concessions finalement à d'autres pays, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, pourquoi pas la France. Ouais, donc il n'y a pas de happy end, tout le monde peut potentiellement en sortir perdant. Au fond, est-ce qu'il ne faut pas se préparer? Et j'ai l'impression d'avoir déjà posé cette question plusieurs fois, et notamment il y a 5 ans. Est-ce qu'il ne faut pas se préparer à une restructuration de la dette grecque? En fait, c'est ce qui va arriver au final. On sait pertinemment qu'à un certain moment, il faudra quand même faire cet objectif. Actuellement, ce qui se passe, c'est temporisation. Ça s'appelle prétendre et étendre. C'est-à-dire qu'on fait comme si la Grèce était capable de remplir ce qu'on exige d'elle. Et en même temps, on repousse les échéances à plus tard pour faire un jeu de mots un peu stupide au calendrier grec, finalement. Non, mais il n'est pas stupide, il est parfaitement pertinent en l'occurrence. Vous avez peut-être entendu dans notre journal de 7 heures l'économiste français Jacques Sapir, alors qu'il y a quelqu'un qui a des propos très forts et qui est parfois controversé, notamment sur l'euro. Jacques Sapir estime, lui, que contrairement à 2010, la Grèce ne présente actuellement plus le même risque de contagion. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Je pense qu'effectivement, il y a des institutions qui ont été mises en place pour limiter le risque de contagion. Néanmoins, il est tout à fait clair, s'il y avait une sortie de la Grèce de l'euro, tout le monde se poserait la question, quel est le pays suivant? On créerait ici un précédent. Donc forcément, rien que se poser cette question, ça crée le précédent et ça amène finalement la contagion. Et je vous la pose à vous, alors quel serait le pays suivant? On peut imaginer Chypre, on peut imaginer le Portugal. Il y a beaucoup de pays qui actuellement se portent mieux, mais finalement ont quand même des dettes qui sont relativement importantes et dont on sait aussi qu'il faudra des années et des années pour qu'il y ait une situation qui s'améliore au niveau de leurs dettes. Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps là, Andreas Seufert? Parce qu'il y a 5 ans, jour pour jour, on a retrouvé ça, c'était le 23 avril 2010, le Premier ministre grec de l'époque, Georges Papandréou, se rendait sur la petite île de Castellorizo, aux confins de la Grèce, pour demander officiellement l'aide internationale auprès des créanciers, après des semaines de tergiversation. Il avait eu ces mots: la Grèce commence une nouvelle odyssée. Alors le symbole de l'odyssée, là aussi, pour abonder après les calendes grecques, on a des symboles très cohérents. 5 ans plus tard, Ulysse n'est toujours pas revenu dans son Ithaque, pourrait-on dire. Est-ce qu'on n'a pas perdu clairement là 5 ans? Oui, l'Odyssée, ça dure 20 ans. Donc, oui, on a encore 15 ans pour attendre. Je pense qu'on est à ce niveau-là. Il y a une non-volonté finalement de la part de la zone euro de prendre ses responsabilités. En fait, c'est pas tellement un problème économique auquel on est confronté. C'est beaucoup plus un problème politique, un problème donc
non-décision de la part des décideurs, parce qu'ils savent pertinemment que finalement, quelle que soit la décision qu'ils prennent, elle aura des conséquences politiques, notamment sur leur propre carrière. Donc on peut à la fois accuser les Grecs de traîner, on l'a dit, ils temporisent, mais aussi les institutions internationales, plutôt que de trancher, plutôt que de prendre des positions parfois radicales, on temporise. Donc tout le monde se renvoie la balle, là. C'est un peu ça, oui, tout à fait. Et le nouveau gouvernement grec, Syriza, Alexis Tsipras, qui a suscité beaucoup d'espoir lorsqu'il a été élu, y compris au sein de la communauté internationale, c'était un nouvel interlocuteur pour Bruxelles. Est-ce que vous, peut-être, déchantez après quelques mois ? Ce que tout le monde s'est dit, c'est un nouveau départ. C'est finalement une nouvelle équipe qui arrive au pouvoir, qui n'est pas, entre guillemets, corrompue, qui n'a jamais été au pouvoir. Donc, une approche un peu fraîche. Il faut dire qu'après à peu près maintenant 3 mois qu'ils sont au pouvoir, on déchante un peu au niveau de l'amateurisme qu'ils ont eu, finalement, vis-à-vis de prendre des décisions eux-mêmes. Par exemple, quelque chose qu'on reproche actuellement, c'est quand même un gouvernement d'extrême gauche. Néanmoins, aucune mesure n'a été prise contre l'oligarchie grecque. Aucune mesure n'a vraiment été prise pour augmenter les impôts, par exemple, alors qu'on attendrait ça d'un gouvernement de gauche qui s'attaque un peu aux riches. Eh bien non, rien n'a été fait dans cette mesure. Et même le Fonds monétaire international, qui est quand même pas le Parti communiste, dit que pourquoi il n'y a pas eu ce genre d'approche, alors que c'est vraiment ça de quoi on s'attendait d'un gouvernement de gauche. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Vous avez peut-être cherché une explication pourquoi, au fond, ils ne montent pas les impôts, ce gouvernement qui a promis de le faire, pourtant. Non, je crois que l'approche dès le départ a été de dire bon, on va pas pouvoir payer, ça c'est très clair, ça tout le monde le sait. Donc ils ont été très honnêtes avec ça. Ils ont dit on peut pas payer, mais ensuite d'aller finalement réclamer de l'argent et ne pas se concentrer sur l'interne, mais beaucoup plus sur l'externe. On a cherché à isoler diplomatiquement l'Allemagne, ça n'a pas vraiment fonctionné. On est allé en Russie, on s'est fait beaucoup d'ennemis au sein qui étaient des amis. On a été chercher l'Espagne et le Portugal sans penser que ces deux pays avaient des gouvernements conservateurs et non pas de gauche. Donc, c'était des alliés naturels, si vous voulez, sur l'issue, mais ce n'étaient pas des alliés naturels au niveau de la politique. Donc forcément, là aussi, ça a été un peu amateur. S'en prendre à l'Allemagne, comme l'a fait, y compris personnellement le Premier ministre Tsipras, ce voyage à Moscou aussi, ça c'était plutôt des erreurs selon vous ? Je pense qu'au final, ça a été des erreurs et que finalement, beaucoup de goodwill qui était là au départ a été cassé. Et au fond, Syriza, à terme, risque bien d'être contrainte à poursuivre le programme d'austérité. Ça, ce serait vraiment alors l'effet totalement contre-productif. Mais c'est ça qui va arriver selon vous, Andreas Seufert ? Ça non plus, ce n'est pas un happy end parce que finalement Syriza a quand même été élu pour changer, si vous voulez, et puis une fois de plus, on remarque que c'est ce qu'on appelle le « there is no alternative », le TINA qui s'impose, et finalement, évidemment, ça crée un gros problème au niveau de la démocratie. Les populations votent pour quelque chose, et finalement, on leur dit après coup, bon, vous avez voté, mais au final, c'est pas toujours la même chose. Alors, le mois prochain, Athènes doit rembourser un prêt d'1 milliard d'euros au FMI. La Grèce, qui déjà n'arrive plus à payer ses fonctionnaires, est-ce qu'on peut imaginer qu'Athènes ne reçoive pas sa nouvelle tranche d'aide et surtout ne rembourse pas le FMI ? Est-ce que ça même c'est envisageable ? Bon, le FMI, si vous connaissez Game of Thrones, c'est un peu comme les Lannister, on rembourse toujours les dettes. Je crois que ça commence à devenir une série assez universelle, donc vous pouvez vous y référer. Non, donc c'est vraiment c'est ça. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de défaut de paiement au FMI de la part d'un pays développé. Et il ne faut jamais oublier une chose, la Grèce n'est pas un pays pauvre. Il y a des pays au sein de la zone euro qui sont plus pauvres que la Grèce. On peut prendre la Slovaquie, par exemple. La Slovaquie, actuellement plus pauvre que la Grèce, aide la Grèce. Donc là aussi, on voit où tout le problème politique réside. Oui, vous parliez de Game of Thrones, etc., et de la Grèce qui serait le premier pays à ne pas rembourser le FMI, mais au fond, ça créerait un précédent. Il se passerait quoi ensuite si tout d'un coup, ce remboursement n'arrivait pas ? Moi, je pense que le FMI sera remboursé. Je n'arrive pas à imaginer le contraire. Ça serait vraiment un choc. Ça serait un choc, je crois, pour le système international. Je crois à ce moment-là, on aurait aussi non seulement les pays européens, mais d'autres pays et d'autres grands pays, les États-Unis, pourquoi pas la Chine, qui commencerait à intervenir, parce que il s'agit quand même ici de l'argent du contribuable international, c'est-à-dire même la Suisse, si vous voulez, a prêté de l'argent à la Grèce via le FMI. Donc c'est ce milliard qu'on va devoir payer au mois de mai, le 1,8 milliard du mois de juin, je pense que ces tranches-là vont être payées. Je suis beaucoup plus sceptique en revanche vis-à-vis des tranches qui en viennent ensuite, en juillet et en août,
il s'agit de 3 milliards pour la Banque centrale européenne en juillet et 3,5 milliards au mois d'août, là on peut dire qu'il y a un fort risque de défaut de paiement. Et pour le FMI, vous restez optimiste. Le Grexit, dont on parle depuis plusieurs mois, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de la zone euro, à quel pourcentage vous estimez le risque que cela se produise ? Actuellement, nous pensons que c'est de l'ordre de 20 à 30% qu'il est le Grexit. En revanche, le défaut de paiement, on le voit entre 50 et 60%. Ah oui, ce sont des chiffres assez considérables. Donc, quel autre scénario possible à part ça ? Vous l'avez dit, il n'y a pas de happy end. Au fond, il n'y aura aucune solution convenable pour toutes les parties, c'est ça ? Tout à fait. Il y a un moment où il va falloir prendre ce perdant-perdant, c'est-à-dire il va falloir négocier. Il y aura des choses dures pour la Grèce, il y aura des choses dures pour les créanciers de la Grèce. L'euro, arrêtons-nous-y quelques instants. Andreas Eufert, vous qui êtes chef économiste chez UBS, est-ce que ce n'est pas ça le principal problème posé à l'Europe, c'est que l'euro, à la base, est mal né ? Oui, tout à fait. C'est ce que disent la plupart des économistes et ils l'ont dit déjà avant l'introduction de l'euro. C'est-à-dire qu'on est confronté ici à quelque chose qui s'appelle mettre la charrue avant les bœufs. Donc d'abord la monnaie, avant de créer les institutions qui permettent à une monnaie de survivre. Ces institutions ne sont pas en place, sont mises en place maintenant durant la crise. On a enfin une union bancaire qui a été créée l'année passée, mais qu'on aurait dû créer déjà il y a 10-15 ans en arrière. Il n'y a pas encore d'union fiscale au sein de la zone euro. Il n'y a pas d'harmonisation des lois sociales au sein de la zone euro. Donc tout cela va continuer à créer une instabilité au sein de cette zone euro. Au fond, c'est un projet politique, cette zone euro, et auquel les économistes n'ont pas été associés, parce que vous le dites, on aurait dû faire cette union monétaire il y a 10 ou 15 ans. C'est les politiques qui ont pris la main et qui n'ont pas écouté les économistes ? C'était un projet politique au départ, c'est pourquoi la solution sera aussi politique. Les politiques qui ont pris cette décision, c'est 3 générations par rapport aux politiques qu'on a actuellement au pouvoir. Je pense que des gens comme Mitterrand, comme Kohl avaient une vision de l'Europe que ne partagent malheureusement pas leurs successeurs. Donc il y a un réel problème de gouvernance dans l'Union européenne d'aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Expliquez-nous, ça c'est une notion que vous avez développée, celle de trilemme, c'est-à-dire le dilemme à 3. Quelle partie, quels acteurs ? J'aimerais qu'on explore un peu ça avec vous, Andreas Eufert, au sein de l'Union européenne d'aujourd'hui. Donc un trilemme, c'est en fait que vous avez 2 choix, vous avez 3 possibilités, mais vous faites 2 choix et le troisième vous a imposé. Je peux prendre comme exemple un gars qui se faisait en Union soviétique. Vous pouviez être membre du parti, honnête et intelligent, mais vous ne pouviez pas être les 3 à la fois. Donc soit vous étiez honnête et intelligent et pas membre du parti, soit vous étiez honnête et membre du parti mais pas intelligent, ou bien vous étiez intelligent et membre du parti, mais à ce moment-là, pas honnête. Alors pour l'Europe, ça donne quoi ? Pour l'Europe, ça signifie tout simplement qu'on ne peut pas avoir à la fois l'État-nation, l'euro et la démocratie. Et on peut avoir l'euro et la démocratie, ça signifie beaucoup plus d'intégration, ça signifie construire enfin ces institutions qui manquent actuellement au sein de la zone euro. Vous pouvez avoir des États-nations démocratiques, ça veut dire qu'il faut abandonner l'euro. On revient en arrière ici. Ce qu'on a actuellement, c'est les États-nations et l'euro, et ça se fait au détriment de la démocratie. Et ça, on le voit de plus en plus. On voit que des partis antidémocratiques ont le vent en poupe actuellement en Europe, et c'est lié aussi en partie au discours qu'ont les politiciens traditionnels de dire il n'y a pas d'alternative. Or, en démocratie, il y a toujours l'alternative de ne pas voter pour celui qui dit qu'il n'y a pas d'alternative. Bon, alors on coupe quelle branche entre État-nation, euro et démocratie ? Ben ça, c'est très difficile à dire. À mon avis, on va continuer à avoir cette crise de l'euro avec nous pour ces prochaines années. On peut continuer à suivre les crises qui vont se succéder. Il y aura probablement cette crise grecque, puis une autre crise grecque, peut-être une nouvelle crise portugaise. Pourquoi pas à un certain moment une crise française ? Donc on n'est à l'abri de rien ici.